L'air de la salle d'audience fédérale était lourd et immobile, imprégné de l'odeur du vieux bois et d'une désespérance silencieuse. Depuis mon siège au fond de la galerie, j'observais mon oncle Richard, un homme dont le charisme avait toujours été son meilleur bouclier, murmurer avec assurance à son coûteux avocat. Il était la star de cette tragédie. Et ma famille, assise au premier rang, formait son public fidèle. Il lui lançait des regards de soutien indéfectibles. Ma mère, Carole, une femme qui croyait que la paix valait mieux que la justice, parvenait même à afficher un léger sourire encourageant. Tous étaient tellement convaincus qu'il était intouchable. Puis le procureur, un homme incisif nommé David, s'élève. Et la salle entière se tut. Sa voix était d'acier. « Monsieur le juge », déclara-t-il. L'accusation appelle son dernier témoin. L'État appelle la maréchale adjointe Clara. Pendant un instant figé, il n'y eut rien, juste l'écho de mon nom. Mon vrai nom. Entrant en collision avec la version de moi qu'ils avaient tous en tête, je vis la tête de mon oncle pivoter brusquement. Son sourire arrogant ne se contenta pas de s'effacer, il vola en éclats. La couleur quitta son visage, laissant place à un masque cireux et horrifié tandis que ses yeux croisaient les miens à travers la salle. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Et c'en était un, le fantôme de la fille qu'il pensait connaître. 2 mois plus tôt. Ce fantôme était assis en silence lors d'un dîner familial tendu. La scène était familière, mon oncle trônait en bout de table, baignant dans l'éclat de son propre succès autoproclamé. Il venait de lancer une nouvelle entreprise immobilière et la décrivait avec l'emphase théâtrale d'un grand showman. Finalement, son regard bienveillant se posa sur moi. « Et toi, Claire ?» lança-t-il avec un sourire condescendant. « Toujours en train de chercher ta voix, ma chérie. Ce n'est pas grave. » Il se tourna vers mon ami David, assis calmement à mes côtés. « Écoute, quand tu en auras marre de ton petit boulot de vigile, j'aurai une place pour toi dans mon service de courrier. Ça te remettra sur les rails. » La table rit avec lui. C'était une vieille blessure qu'il s'amusait à rouvrir pour le sport. L'abandonneuse d'études. L'échec discret. Mon registre interne enregistra une nouvelle entrée, juste à côté des anniversaires oubliés et des remises de diplômes ignorés. Ma mère tapota ma main. Son geste une prière silencieuse pour que je supporte cela. « Il essaie juste de t'aider, ma chérie, » murmura-t-elle. Mais son arrogance le rendait négligent. Il fit un clin d'œil à David, l'homme qu'il voyait comme mon compagnon tout aussi insignifiant. « Il faut savoir faire circuler l'argent par les bons canaux, » fanfaronna-t-il. Quelque chose qu'une abandonneuse d'études ne comprendrait pas. Le trust de Phoenix, par exemple. C'est la clé. Il n'avait aucune idée qu'il confessait ses crimes au principal enquêteur d'une affaire fédérale, Rico. Mon oncle riait, pensant qu'il venait de m'offrir une aumône devant mon ami discret et insignifiant. Il n'avait aucune idée qu'il venait de fournir au procureur du district Est le dernier clou pour son propre cercueil, pour comprendre la précision méthodique de la justice qui suivit. Il faut comprendre la vie qu'ils n'ont jamais pris la peine de voir. Pour ma famille, je menais une vie petite et floue dans l'ombre. J'étais la discrète, l'abandonneuse d'études, la vague déception dont ils ne savaient que faire. C'était un monde, puis il y avait l'autre, le vrai. Un monde d'une immense conséquence qu'ils ne pouvaient même pas commencer à imaginer. L'écart entre ces deux réalités était un gouffre, et je vivais ma vie en marchant sur une corde raide entre elles. Totalement seule. La différence n'a jamais été plus claire qu'il y a 1 an, à Noël. Toute la famille était réunie. La maison bourdonnait d'une joie forcée et de l'odeur de sapin. Le centre de cet univers, comme d'habitude, était mon cousin Marc, l'enfant prodige incontesté de la famille, qui portait son charisme comme un costume sur mesure. Il venait d'être nommé manager régional dans une entreprise de vente de second rang. Et ma famille le traitait comme s'il avait été nommé à la Cour suprême. Mon père, un homme qui mesurait la valeur d'une personne à la prévisibilité de son parcours professionnel, lui tapa dans le dos, rayonnant. Mon oncle lui offrit une montre lourde et coûteuse. Je vis la lumière scintiller sur l'or à son poignet. Et mon registre interne, celui dont je ne parlais jamais, commença à faire ses comptes. Cette montre n'était pas qu'une montre, c'était le cours de programmation que je voulais suivre, la compte pour une voiture fiable que j'avais dû économiser moi-même, la décennie de « l'argent est rare », qui, apparemment, ne s'appliquait qu'à moi. Je venais de rentrer de FLETC, le centre de formation des forces de l'ordre fédéral. J'avais survécu à 21, 5 semaines d'entraînement épuisant et transformateur à l'Académie du service des maréchaux des États.
Unis, c'était la chose la plus difficile et la plus significative que j'avais jamais accomplie. Je trouvais un moment de calme dans la conversation, mon cœur battant d'un espoir pathétique. J'ai terminé mon programme de formation, dis-je, ma voix paraissant faible dans la pièce bruyante. Mon père se tourna vers moi, son expression vide un instant avant de se fixer sur un rejet poli. Oh, c'est bien, Clara, dit-il, content que tu t'accroches à quelque chose pour une fois. Avant que je puisse répondre, mon oncle intervint avec un rictus. Alors quoi? T'es une sorte de vigile de centre commercial glorifié maintenant? La famille rit, un éclat de son bref et tranchant. Et juste comme ça, les projecteurs se braquèrent à nouveau sur Marc et sa montre brillante. J'étais laissée dans l'ombre froide de leur indifférence, une fois de plus invisible. Maintenant, passée à la réalité de ma vie 6 mois plus tard, le monde est sombre, éclairé seulement par la faible lueur des réverbères, filtrant à travers les vitres crasseuses d'un entrepôt abandonné. L'air est froid et lourd, chargé de l'odeur de la rouille et de la tension. Je ne porte pas un pull de Noël, mais 18 kilos d'équipement tactique, dont le poids est un réconfort familier sur mes épaules. C'était l'opération Crépuscule, ma voix, calme et basse, grésile dans les communications de l'équipe. Toutes les équipes. Nous exécutons un mandat à haut risque. Le sujet est armé et considéré comme violent. Vince, vous sécurisez la sortie sud. Je dirige l'équipe d'entrée, à mon signal. Mon partenaire, le maréchal adjoint principal Evans, un vétéran bourru qui voyait en moi une compétence et non une nièce discrète, grogna son assentiment. Rêtu. Fais attention à tes arrières. Nous nous déplacions comme des ombres, une unité silencieuse et disciplinée. Le plan était solide, mais les plans ne sont que des théories tant qu'ils n'affrontent pas la réalité. En approchant du point de brèche, une porte latérale que nous avions marquée comme inutilisée grinça. Un homme armé d'un fusil à pompe en sortit, se tournant directement vers l'angle mort de mon équipe. Pas le temps de réfléchir, seulement d'agir. Armé, flanc gauche, criai-je, poussant mon coéquipier à terre tout en levant mon fusil. La situation fut résolue en 2 secondes assourdissantes. Personne ne fut blessé. Plus tard, dans le véhicule blindé, Evan croisa mon regard dans l'obscurité. Il me fit un lent signe de tête. Ce simple geste d'un homme que je respectais valait plus que 1000 compliments vides de ma famille. C'était réel, c'était mérité. Ce sentiment de respect gagné était encore frais dans mon esprit lorsque ma mère m'appela le lendemain du désastreux dîner familial où mon oncle m'avait proposé le poste au courrier. Sa voix était tendue, enveloppée de ce ton familier de déception apaisante qu'elle me réservait. Clara, il faut que tu comprennes, commença-t-elle. Sans préambule, tu as mis ton oncle mal à l'aise hier soir. J'attendis, sans rien dire. Tu sais qu'il vient d'un autre monde, un monde de succès et de grandes affaires. Tu ne peux pas lui en vouloir de ne pas comprendre tes choix. Sa pose était lourde de jugement. Sois juste gracieuse. Ma chérie, ce n'est pas si difficile. La conversation se termina avec ma promesse de essayer, ce qui était le mensonge dont elle avait besoin. Je raccrochai, une clarté froide et dure s'installant dans mon ventre. Ils ne me verraient jamais. Ils avaient fait le choix conscient de ne pas le faire. Pendant des années, j'avais attendu qu'ils posent une seule question significative sur ma vie. Je compris enfin qu'ils ne le feraient jamais. Ils ne respectaient pas la personne, seulement le titre. Alors, j'ai décidé d'arrêter d'attendre leur approbation et de me concentrer sur mon devoir. Il se trouve que mon devoir était de faire respecter les lois mêmes que mon oncle croyait pouvoir enfreindre. L'appel avec ma mère fut le dernier clic de la serrure, la porte émotionnelle, celle que j'avais laissée entr'ouverte pendant des années dans l'espoir que quelqu'un la franchisse, était désormais scellée. Plus d'attente pour des excuses ou d'espoir de compréhension. Il n'y avait que le chemin clair et froid de mon devoir. Le lendemain, j'étais assise face au procureur adjoint David dans son bureau stérile, où flottait une odeur de café fort et de papier. Il se pencha en avant, son expression grave mais avec une lueur de victoire dans les yeux. Sa remarque sur le trust de Phoenix, dit David. C'est ça, Claire, c'est le chaînon manquant vers les comptes offshore. Le grand jury va l'inculper. Il marqua une pause, laissant le poids des mots s'installer entre nous. Puis son expression s'adoucit presque imperceptiblement. C'est ton oncle, dit-il, sa voix s'abaissant. C'est ta famille. Je peux assigner une autre équipe pour exécuter le mandat. Sans poser de questions, personne ne t'en voudrait. Il m'offrait une porte de sortie, une courtoisie professionnelle. Pendant un instant, la vieille Clara, celle qui désirait la paix à tout prix, y pensa.
Mais elle était partie, je le regardais droit dans les yeux, ma voix aussi stable et détachée que possible. Non, dis-je, je connais ses propriétés, ses habitudes, ses associés. Je suis l'atout avec la plus haute probabilité d'une arrestation sans heurte. C'est une affaire fédérale, pas une querelle familiale. Je dirigerai l'équipe. À partir de ce moment, l'émotion devint un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Elle fut enfermée, et la procédure prit sa place. Ma vie devint une série de documents, de plans et de stratégies tactiques. J'étalai les plans architecturaux du gratte-ciel de mon oncle sur une grande table dans la salle de briefing. Chaque histoire familiale, chaque anecdote vantarde qu'il avait racontée sur son empire n'était plus une source de douleur. C'était une information exploitable, son arrogance était sa plus grande vulnérabilité, et j'avais l'intention de l'utiliser. Il se sentirait le plus puissant, le plus intouchable dans son bureau d'angle avec vue sur la ville. C'est là que nous l'arrêterions. Nous avons baptisé l'opération Maison de Verre la veille de l'arrestation. Le maréchal adjoint principal Evans s'assit avec moi pendant que je faisais la dernière révision du dossier de mandat. Il ne me demanda pas si j'allais bien ou si j'étais prête. Il n'offrit pas un seul mot de sympathie. À la place, il pointa un doigt épais sur un schéma du dernier étage. Il va courir vers l'ascenseur privé à l'arrière, déclara Evans, non comme une question, mais comme un fait. C'est sa sortie de secours. Bloque-la en premier. À ce moment-là, il ne parlait pas à la fille discrète de son ami ou à une nièce paria. Il parlait à une collègue maréchale. Cette confiance professionnelle silencieuse était la seule validation dont j'avais vraiment besoin. L'acte d'accusation fut scellé. Un juge fédéral signa le mandat. Mon équipe fut briefée sur l'opération Maison de Verre. Ma famille planifiait une fête surprise pour célébrer l'affaire de sa vie de mon oncle. Ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient bientôt avoir des places au premier rang pour les conséquences. Des mois plus tard, la salle d'audience fédérale était devenue la seconde maison de ma famille. Ils occupaient les 2 premiers rangs de la galerie chaque jour, un front uni d'une croyance presque religieuse en l'innocence de mon oncle. Depuis mon siège isolé au fond, je les observais. Mes parents, mes tantes, mes cousins. Ils me jetaient parfois un regard en arrière, leur visage marqué d'une sorte de pitié douce. Ils pensaient que j'étais là par un sens mal avisé du devoir familial, une petite brebis égarée qui ne savait où aller. Mon oncle, Richard, le croyait aussi. Il était assis à la table de la défense, l'air plus incommodé qu'effrayé, comptant sur son équipe d'avocates de rêve pour démanteler ce qu'il appelait un malentendu bureaucratique. Il pensait toujours qu'il était le personnage principal. Il n'avait aucune idée que son histoire était terminée. L'après-midi s'éternisait avec le témoignage d'un comptable judiciaire. Un homme qui parlait un langage de registres et de sociétés écrans qui semblait ennuyer même le jury. Enfin, le procureur adjoint David se leva. Plus de questions pour ce témoin. Votre honneur. Le comptable se retira, et un bref silence bruissant emplit la salle. David ajusta sa cravate, ses mouvements délibérés. Il laissa le silence planer un instant de plus avant de se tourner vers le juge. Sa voix était calme, mais portait une intensité qui traversait l'air étouffant de la salle et faisait se redresser tout le monde. L'État appelle son prochain témoin, annonça-t-il, pour témoigner concernant l'exécution du mandat d'arrêt de 25 Zerolon, Okran VG, la tentative de fuite du défendeur et la chaîne de custodie des preuves saisies sur les lieux. Il marqua une pause, ses yeux balayant le jury. Puis mon oncle, et enfin se posant sur moi au dernier rang. L'État appelle la maréchale adjointe Clara Jensen. Le nom, mon nom complet, mon titre complet, tomba dans la salle comme une pierre dans un étang silencieux. Les ondes de confusion furent immédiates. J'entendis ma mère murmurer à mon père, sa voix un sifflement aigu et paniqué. Qu'a-t-il dit? Comment l'a-t-il appelé? Mais je ne les regardais pas. Je regardais mon oncle, le sang quittant son visage, laissant sa peau d'un gris pâle et moite, sa confiance arrogante. L'armure qu'il avait portée toute sa vie s'évapora en un instant, remplacée par une horreur brute et nue. C'était une variable qu'il n'avait jamais calculée. J'étais une personne qu'il n'avait jamais vraiment vue. Je me levai, mes mouvements fluides et maîtrisés. Les années, à me sentir invisible, m'avaient, par une ironie du sort, appris à commander une pièce avec une autorité discrète. Je descendis l'allée centrale, mes chaussures noires polies ne faisant aucun bruit sur le tapis usé. Je sentais les regards de ma famille sur moi, leur regard collectif, un poids physique de choc et d'incrédulité. Je passai devant la table de la défense sans un regard, mon attention entièrement portée sur le banc des témoins.
C'était comme sortir d'une vie pour entrer dans une autre. Je posai ma main sur le livre, levai l'autre et prêtai serment. Ma voix claire et posée. Le procureur adjoint David commença. Maréchal, veuillez indiquer votre nom et votre affectation actuelle pour le tribunal. Clara Jensen, dis-je, ma voix résonnant d'une force que ma famille n'avait jamais entendue. Maréchal adjointe des États-Unis, affectée à la Task Force des opérations de recherche de fugitifs pour le district Est. Pendant les 20 minutes suivantes, je livrai mon témoignage. Je relatais avec précision et méthode chaque détail de l'opération Maison de Verre. Je parlais du mandat, de l'approche tactique et de la brèche dans le bureau. Je n'utilisais jamais le nom de mon oncle. Il n'était que le défendeur. Je décrivis comment le défendeur avait tenté de fuir vers un ascenseur privé et comment je l'avais personnellement intercepté et arrêté, lui passant moi-même les menottes. Quand David eut fini, l'avocat de Richard bondit sur ses pieds, le visage rouge de désespoir. Il s'approcha du banc, essayant de lancer un regard compatissant au jury. « Maréchal, commença-t-il, sa voix dégoulinante d'une fausse intimité, n'est-il pas vrai que le défendeur Richard Jensen est votre oncle ?» La question flotta dans l'air. Le jury me regarda, ma famille se pencha en avant, retenant son souffle, espérant peut-être un moment de faiblesse émotionnelle, une fissure dans la façade. Je pris une respiration stabilisante, tournai légèrement la tête et m'adressai au jury, pas à l'avocat. « Oui, dis-je calmement, mais mon serment est à la Constitution, pas à mon arbre généalogique. » Un marteau frappa comme un coup de feu. « L'objection est retenue, » dit le juge. Sa voix ferme, cette ligne de questionnement est terminée. Je me tournai vers ma famille. Ils étaient figés, leurs visages figés dans une compréhension horrifiée. La pitié avait disparu, la condescendance aussi. Tout ce qui restait était la prise de conscience publique et dévastatrice d'une vérité qu'ils avaient passé toute ma vie à refuser de voir. L'abandonneuse d'études, l'échec discret, était l'autorité incontestable qui venait de sceller le destin de leur patriarche. Mon oncle avait passé une vie à collectionner les titres, PDG, philanthrope, visionnaire. En fin de compte, le seul titre qui comptait était celui que j'avais gagné en silence. Maréchal adjointe des États-Unis. Le verdict de culpabilité tomba dans le silence stupéfait de la salle, avec la force d'un coup physique. Mon oncle sembla se rétrécir dans son costume coûteux, devenant juste un homme, dépouillé de tous les titres et du pouvoir derrière lesquels il s'était caché. L'après-coup fut un flou chaotique de bruit et de mouvements, alors que les maréchaux, mes collègues, l'emmenaient. En sortant dans le couloir de marbre résonnant, un mur de visages familiers me fit face. C'était ma famille, leurs expressions un mélange douloureux de chagrin et d'accusation. Ma mère, Carole, le visage pâle et strié de larmes, se fraya un chemin jusqu'à l'avant. « Clara, comment as-tu pu ?» murmura-t-elle, les mots tremblants d'une vie de loyauté brisée. « C'est ta famille. » Les autres se rapprochèrent, un cercle d'yeux suppliants et désespérés. Pendant un instant, je ressentis l'ancienne attirance, l'instinct de m'excuser, de me faire plus petite pour apaiser leur douleur. Mais avant que je puisse être complètement submergée, une présence calme et solide apparut soudain à mes côtés. C'était le maréchal adjoint principal Evans. Il ne les regarda même pas. Il me regarda directement. « Maréchal, dit-il, sa voix un ancrage stable et bas dans la tempête. Le procureur adjoint David veut débriefer. » Il posa doucement une main sur mon bras et me guida dans le couloir, loin d'eux. Je ne me retournai pas. Je continuai simplement à avancer, laissant ma famille seule et insignifiante dans le couloir, leurs questions suspendues sans réponse dans l'air vide. J'étais protégée par un nouveau cercle maintenant, un cercle forgé dans le devoir et le respect. 1 an plus tard, le monde est calme. Les échos de cette salle d'audience se sont depuis longtemps estompés, remplacés par un autre type de responsabilité. Je me tiens dans une pièce sécurisée, aux murs peints d'une couleur neutre apaisante. En face de moi se trouve une famille nerveuse. Une mère, un fils adolescent, une jeune fille serrant un ours en peluche usée. Ils me regardent avec de grands yeux effrayés. Leur monde entier venant d'être brisé, mon attitude est calme, ma voix posée. J'ai appris que la véritable autorité n'a pas besoin d'être bruyante. Je m'appelle Clara, leur dis-je, offrant un petit sourire rassurant. Je suis la maréchale adjointe superviseure du programme de protection des témoins, ici.
Mon seul travail est de vous garder en sécurité. Bienvenue dans votre nouvelle vie. J'ai passé tant d'années à me sentir comme un fantôme dans ma propre famille. Et maintenant, toute ma carrière consiste à aider les gens à devenir des fantômes pour qu'ils puissent enfin vivre plus tard dans la semaine. Je suis assise dans un bar faiblement éclairé avec le procureur adjoint David et mon ancien partenaire Evans. Le rire entre nous est facile et réel. Nous ne parlons pas de drames familiaux ou de vieilles blessures. Nous parlons d'une affaire difficile que nous venons de clore, partageant le genre d'humour noir que seuls ceux qui traversent le feu ensemble peuvent comprendre. Il n'y a pas de faux-semblants ici. Pas besoin de performer. Il n'y a que le lien profond et tacite de la compétence mutuelle et de la confiance. C'est ma communauté. C'est la famille que je me suis construite. Une mission à la fois. Elle n'est pas fondée sur l'obligation ou le sang, mais sur la vérité simple et puissante de se soutenir mutuellement quand tout est en jeu. Mon téléphone vibre sur la table en bois usé, le bourdonnement fort dans un moment de conversation calme. Je baisse les yeux. C'est un message d'un numéro que je n'ai pas vu depuis plus d'un an. Mon père. Mon souffle se coupe une demi-seconde avant que je lise les 2 courtes phrases. J'ai vu un article sur ta promotion. Nous sommes fiers. Je fixais les mots sur l'écran, attendant un élan de sentiment. Colère, justification, peut-être même une tristesse douce amère, mais rien ne vint. C'était comme lire un message destiné à quelqu'un d'autre, une relique d'une fouille archéologique oubliée. Le registre interne, celui qui avait tenu les comptes si longtemps, était enfin équilibré. Clos et rangé dans une archive poussiéreuse, leur fierté. Autrefois, la chose que je désirais le plus au monde n'était plus qu'une information. J'appuyais sur le bouton sur le côté de mon téléphone, le mettant en silencieux, et le posais face contre la table. Evan était au milieu d'une histoire, et je me tournais vers lui, un vrai sourire paisible sur le visage, pleinement présente dans le monde que j'avais gagné. Ma paix était enfin mienne. Ma famille croyait qu'une personne valait par les déclarations faites aux dîners bruyants et aux réunions de vacances. J'ai appris que la vraie valeur se forge dans le silence et se prouve par vos actions quand tout est en jeu. Si vous avez déjà dû construire votre propre identité alors que les gens les plus proches de vous refusent de la voir, partagez votre histoire dans les commentaires. Dans cette communauté, vos accomplissements font toujours partie du registre officiel.